Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, et après qu'on a déterminé notre séquence ou bien le gène d'intérêt sur l'amplification par PCR, je vais parler de l'étape suivante, qui est le clonage. Le clonage, bien sûr, de ce gène dans un vecteur de clonage. Bien évidemment, il y a plusieurs types de vecteurs. Dans ce chapitre, je vais parler de deux types. Il y a les plasmides qu'on utilise dans des processus de transformation génétique. Il y a des bactériophages qui servent pour la transduction, nous détaillons par la suite. Mais avant de parler du clonage, donc il est préférable de fonder certaines définitions et notions qui sont souvent utilisées en biologie moléculaire, plus particulièrement le clonage. Eh bien, qu'est-ce qu'un clonage? Une simple définition, le clonage est une série de manipulations en utilisant le matériel génétique pour isoler et insérer dans un vecteur un fragment d'ADN d'intérêt pour le multiplier de façon identique. Dans cette définition, j'ai parlé de vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Alors, un vecteur, c'est une molécule d'ADN qu'on appelle molécule porteuse. C'est la molécule qui va recevoir le fragment de l'ADN permettant sa propagation, sa sélection et sa modification par la suite. Et puis il y a l'ADN génomique, c'est le support physique de l'ensemble des gènes de la cellule. C'est-à-dire finalement les chromosomes qui constituent la cellule. Et puis il y a l'ADN complémentaire. C'est très important. L'ADN complémentaire, c'est la copie de l'ADN qu'on obtient à partir de l'ARN messager. On va voir par la suite qu'à partir d'une molécule d'ARN messager, on peut avoir un ADN qu'on appelle ADN complémentaire. La différence entre ADN complémentaire et ADN génomique, c'est que l'ADN complémentaire ne contient pas d'intrants. Rappelons bien que l'ARN messager, après maturation de l'ARN pré-messager en ARN messager, donc les intrants ont été éliminés par le processus de cette maturation. Et si je fais donc un retour vers le sens inverse de l'ARN messager vers l'ADN, donc j'aurai un ADN qui ne contient pas d'intrants. Et puis il y a l'insert. L'insert, tout simplement, c'est la séquence ADN qu'on veut insérer dans le vecteur. Un plasmide natif, c'est un plasmide qui ne contient pas d'insert. Par contre, un plasmide recombinance, c'est un plasmide qui a, suite au processus de clonage, il a inséré ou bien il a intégré un fragment d'ADN. Un petit rappel des avantages du clonage. Bien, ce dernier permet de conserver une séquence d'ADN qui présente un intérêt, que ce soit médical, industriel ou agronomique ou autre. Cette séquence contenue dans un plasmide au sein d'une bactérie qui pourrait être multipliée pour en avoir une quantité importante. Le clonage permet aussi de modifier cette séquence en introduisant des mutations et des délétions. Et bien, le quatrième point qui est très important, c'est ça, donc l'objectif du clonage, c'est de réintroduire ce fragment d'intérêt, ou bien ce gène, dans d'autres types de cellules, que ce soit cellules végétales ou animales. Je cite ici quelques exemples de vecteurs de clonage qui diffèrent bien sûr selon leur domaine d'utilisation, mais aussi selon le type de cellules hôtes et la taille maximale d'ADN qu'ils peuvent insérer. Alors, il y a les plasmides qui sont couramment utilisés dans ce processus de clonage. Il y a aussi les phages lambda, phage P1, qui sont finalement des virus qui attaquent exclusivement des bactéries. Et puis il y a les vecteurs cosmides. Un cosmide, par définition, c'est un vecteur artificiel constitué d'un plasmide hybride contenant la séquence cos du phage lambda. Alors c'est finalement des vecteurs qui intègrent des fragments d'ADN de petite ou moyenne taille. Et puis il y a d'autres vecteurs qui peuvent intégrer des fragments beaucoup plus grands. Alors je peux citer le
le chromosome artificiel de bactéries, ou bien le vecteur BAC, qui peut insérer des fragments de l'ordre de 300 kilobases. Et puis il y a le chromosome artificiel de levure, ou bien le vecteur YAC, destiné pour les levures, c'est des cellules eucaryotes, qui peut intégrer des fragments encore plus grands de l'ordre de 1000 kilobases. Je commence par les plasmides. Et bien, les plasmides, ce sont des petites molécules d'ADN, de bleu brun bien sûr, et qui ont une forme généralement circulaire et d'origine bactérienne, et qui existent à l'intérieur de la cellule de façon indépendante du génome ou bien du chromosome bactérien. Donc finalement, ils sont capables de se repliquer de manière autonome. Et vu que les plasmides sont de petite taille, ils contiennent un nombre limité de gènes, de l'ordre de une trentaine de gènes, dont l'information génétique n'est pas nécessaire pour le fonctionnement fondamental de la cellule. Les plasmides aussi, donc c'est une caractéristique qui est plus importante, c'est que les plasmides peuvent accepter des fragments d'ADN exogènes, ces fragments de l'ordre de 10 kilobases et qui sont transmissibles de façon stable à la descendance d'une bactérie à une autre. Alors l'organisation d'un plasmide, donc ça ressemble à ça, qui contient une origine de réplication, une région, ce qu'on appelle région site de clonage multiple, qui contient plusieurs sites de clonage. Et puis, il y a un ou plusieurs gènes de résistance aux antibiotiques. En réalité, il n'y a pas que les plasmides circulaires qui sont les plus connus, mais il y a aussi les plasmides circulaires spironroulés, qui prennent cette forme-là. Ici, l'un des deux brins est ouvert, donc on parle de forme relâchée. Et puis, il y a la forme linéaire. Ici, on dépose ces trois formes de plasmides dans un puits de gel d'agarose. On laisse migrer après une extraphorèse. Eh bien, on constate que les formes relâchées des plasmides, ils migrent peu dans le gel, moins que les formes linéaires. Ce ne sont que les formes super enroulées qui migrent plus loin dans le gel. Parmi les autres propriétés des plasmides, c'est que certains sont compatibles, c'est-à-dire que deux plasmides différents qui peuvent coexister à l'intérieur d'une même cellule. Alors, par contre, certains d'autres plasmides ne le sont pas, donc ils sont incapables de cohabiter durablement dans une même bactérie et par compétition, donc un seul qui doit exister. C'est un peu la même règle ou bien la même logique quand deux chefs sont dans un même bureau, donc finalement que l'un doit exclure l'autre pour bien se positionner. Une autre propriété importante qui caractérise les plasmides, c'est qu'ils contiennent des éléments transposables ou bien ce qu'on appelle des transposons. Alors, cela veut dire quoi? Bien, la transposition, c'est un mécanisme qui permet à ces éléments, bien à ces fragments d'ADN, de se déplacer de manière autonome dans un génome de bactéries, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux aspects, transposition du plasmide vers le chromosome, donc une partie du plasmide, ou bien ce qu'on appelle transposant, il passe du plasmide vers le génome, bien le chromosome bactérien, ou bien l'inverse, une transposition du chromosome vers le plasmide. Alors cette réaction, bien ce mécanisme se fait à l'aide d'une enzyme spécifique qui est la transposase. Pour les types de plasmides, en fait, il y en a plusieurs types qui dépendent bien sûr de la fonction de ces plasmides au sein de la cellule. Et on peut même parler de plasmides de différentes générations, et de ce fait, il y a les plasmides de première génération, deuxième génération et troisième génération. Alors, je commence par les plasmides de fertilité. Pourquoi on les appelle comme ça? Eh bien, parce que ces plasmides sont responsables, ou bien ils jouent un rôle très important dans la reproduction sexuelle
lors de la conjugaison bactérienne qui permet de former ce qu'on appelle un couple de cellules. Et via la présence d'un facteur, ce qu'on appelle le facteur F, ces plasmides sont capables de synthétiser ce qu'on appelle un pénis sexuel qui permet ou bien qui joue un rôle dans la régulation de l'ADN, mais surtout dans le transfert et le passage de l'ADN d'une cellule à une autre. Il y a également les plasmides de résistance, comme les plasmides R100, et qui sont des plasmides qui portent essentiellement des gènes qui codent pour des protéines de résistance à certains antibiotiques, comme la sulfamide, la streptomycine, la tétracycline, bien la spectinomycine. On peut trouver aussi d'autres gènes qui codent pour des protéines de résistance à certains métaux lourds, comme le mercure. Pour les plasmides de virulence, ce sont des plasmides tout simplement qui rendent les bactéries plus pathogènes envers leurs hôtes. Alors, je peux citer l'exemple du plasmide TI qu'on peut trouver dans une bactérie appelée Agrobacterium tumefaciens. C'est une bactérie qui cause certaines tumeurs comme le crown gall ou bien le calduculé dans certaines plantes. Et cette maladie est causée par cette bactérie qui contient ce plasmide contenant lui-même une région de virulence qui rend cette bactérie plus dangereuse, plus virulente vis-à-vis sa plante hôte. Il y a les plasmides métaboliques qui sont des plasmides qui contiennent des gènes qui codent pour des enzymes impliquées dans des réactions métaboliques, surtout des processus de catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de certaines substances comme les composés aromatiques et les glucides. Alors, je peux citer l'exemple du plasmide PADP1, qui est un plasmide qui contient des gènes codant pour des enzymes qui dégradent l'atrazine, qui est un herbicide de synthèse. Les plasmides cholécine, ce sont des plasmides qui contiennent des gènes de synthèse de la cholécine, qui est une bactériocine. Les bactériocines, ce sont des protéines d'origine bactérienne qui détruisent d'autres bactéries. Alors, ce sont une sorte de bactéricide que certaines bactéries utilisent comme moyen de défense. Alors, je cite l'exemple du plasmide de COL-E1, qui est un plasmide de première génération. Les plasmides de première génération, ce sont les premiers plasmides utilisés en génie génétique et qui sont des plasmides soit naturels, soit des plasmides qui ont subi une légère modification. Et finalement, il y a les plasmides de deuxième génération, ou bien les plasmides artificiels, qui ne sont pas des plasmides naturels, mais qui ont subi plusieurs transformations, plusieurs modifications dans leurs informations génétiques. Alors, je cite l'exemple du plasmide PBR322, qui est un plasmide constitué de 4,4 kilobases et qui possède deux gènes de résistance aux antibiotiques. Alors, un gène de résistance à la tétracycline et un autre gène de résistance à l'ampicilline. En plus, il possède 20 sites de restriction qui sont spécifiques aux endonucléases de restriction, qui sont localisés au niveau des deux gènes de résistance, mais surtout sur le gène de résistance à la tétracycline. Alors par la suite, on va voir l'intérêt ou bien les avantages de la présence de ces deux gènes de résistance, ainsi que les sites de restriction qui sont situés au niveau de ces deux gènes dans les processus de clonage et de sélection des plasmides recombinants parmi les autres qui ne le sont pas. Alors à côté des plasmides de deuxième génération, il y a les plasmides de troisième génération, comme l'exemple du plasmide PUC9, qui contient presque les mêmes composantes génétiques, sauf qu'au lieu de tétracycline, il contient un autre gène qui code pour la bêta-galactosidase, donc c'est un gène LACZ qui code pour cette enzyme impliquée dans la dégradation de lactose. Maintenant, quels sont les critères qui permettent au plasmide d'être un candidat ou bien un vecteur de clonage? Eh bien, le premier critère, c'est d'avoir une origine de réplication qui va permettre à ce plasmide de se répliquer de manière autonome à l'intérieur de la cellule hôte.
Le deuxième critère, c'est d'avoir une séquence polylinkaire ou bien site de clonage multiple qui contient plusieurs sites de restriction spécifiques aux endonucléases de restriction qui vont permettre l'insertion de fragments d'ADN exogènes. Le troisième critère, c'est d'avoir des marqueurs qui vont permettre la sélection de la cellule hôte et finalement, ce sont des gènes de résistance aux antibiotiques. Le quatrième point, bien le quatrième critère, c'est d'avoir la capacité de supporter l'insertion du fragment à l'intérieur du plasmide. Pour faire le clonage, il faut trois composantes importantes. Alors, la première composante, c'est le vecteur. Dans notre cas, c'est le plasmide, qui peut être circulaire ou bien linéaire. Et puis, il faut une cellule hôte, qui est généralement la bactérie, qui va assurer la multiplication de ce plasmide recombiné par la suite. Alors, puis, troisième composante, c'est le fragment d'ADN qu'on va insérer dans le plasmide, ce qu'on appelle l'insert. Cet insert qui peut être un ADN génomique ou bien un ADN complémentaire. Je reviens pour dire que la différence entre ADN génomique et ADN complémentaire, eh bien l'ADN génomique, c'est l'ADN qui se trouve au niveau du chromosome, c'est-à-dire la séquence d'ADN qui contient à la fois les exons et les introns, surtout lorsqu'on parle de cellules eucaryotes. Par contre, l'ADN complémentaire, c'est l'ADN qu'on a obtenu après une transcription réverse, c'est-à-dire à partir de l'ARN messager. Donc, on peut obtenir un ADN à partir de l'ARN messager. Alors, comment on obtient cet ADN complémentaire? Eh bien, sous l'action d'une enzyme spécifique qui va assurer ce processus, qui est la reverse transcriptase, il va former un brin complémentaire à l'ARN messager, finalement, qui est le brin codant du gène de la transcription. Après formation de ce premier brin codant, sous l'action de l'ADN polymérase, il va former ou construire le brin complémentaire à cet ADN. C'est-à-dire, finalement, on obtiendra une molécule d'ADN double brin. Et sous l'action après de la nucléase S1, il va couper ce petit morceau pour aboutir à un fragment d'ADN complémentaire à partir de l'ARN messager. Finalement, l'ADN complémentaire, c'est l'ADN génomique sans introns. La première étape du clonage, c'est l'extraction des plasmides à partir des cellules bactériennes. Alors, cette extraction qui se fait en trois étapes. La première étape, c'est la lyse alcaline, qui permet d'altérer ou bien de détruire les enveloppes bactériennes pour faire sortir l'ADN plasmidique. Alors cette étape se fait en ajoutant une solution qui contient une AOH et SDS, et après agitation et incubation pendant 5 minutes, on obtient une solution visqueuse qui est un bon indice de la rhéocyte de cette lyse alcaline. Alors à la fin de cette première étape, on obtient des plasmides qui sont dénaturés, simples brins. La deuxième étape, c'est la neutralisation par acétate de sodium qui permettra de raparier l'ADN plasmidique pour avoir cette forme double brin, c'est-à-dire des fragments, des plasmides qui sont renaturés. Après ultracentrifugation, on obtient dans le tube deux phases, le kilo qui contient l'ADN génomique et des protéines, et le surnageant qui contient l'ADN plasmidique renaturé, qu'on peut récupérer par la suite pour être précipité et utilisé dans le clonage. Une fois on a fait l'extraction de plasmides à partir de bactéries et qu'on a récupéré le gène d'intérêt, bien sûr après extraction d'ADN et l'amplification de ce gène par PCR que nous avons largement vu dans un chapitre, et bien l'étape suivante, c'est la digestion de l'enzyme, de plasmide par des enzymes spécifiques pour l'ouvrir, et la digestion du gène d'intérêt par ces mêmes enzymes pour le récupérer et l'intégrer dans le plasmide. Alors cette étape est très importante de clonage, du fait que sa réussite est liée au choix des enzymes de restriction qui devraient
assurer un clonage orienté. Bien, qu'est-ce qu'un clonage orienté? Sachant bien que le sens du plasmide donc, va dans cette orientation, sur l'horloge, et mon gène aussi, dans ce sens-là. Alors, lors du clonage, il faut que le gène soit cloné de manière à ce que le sens de lecture de ce gène soit le même que celui du plasmide. C'est ça le clonage orienté. Alors pour maintenant avoir un clonage orienté, il est préférable d'utiliser deux enzymes de restriction différentes. Là je mets en rouge et là en vert. Alors ces deux enzymes de restriction vont ouvrir le plasmide avec des coupures à bout cohésif. Surtout avec des séquences qui sont différentes. Là j'ai 3A et là j'ai 3C. De même, je traite le gène avec ces mêmes enzymes de restriction qui vont donner un fragment avec des extrémités à bout cohésif aussi, mais avec des séquences qui sont complémentaires aux séquences au bout de l'extrémité du plasmide. Alors finalement, quand on va faire le clonage, on est sûr que cette extrémité, il va se lier avec cette extrémité. Là j'ai 3A, et là j'ai 3T. Et cette extrémité, il va se lier avec cette extrémité. Donc 3C avec 3G. Et dans ce cas-là, je suis sûr que mon clonage est orienté. C'est-à-dire que le gène il est orienté dans le même sens de celui du plasmide. Maintenant, parlons du deuxième cas. Là, on a un clonage non orienté pour mieux comprendre ce point. Alors, eh bien, quand est-ce qu'on a un clonage non orienté? C'est quand on traite le plasmide avec une seule enzyme de restriction. Eh bien, si je traite le plasmide avec une seule enzyme de restriction, on va avoir un plasmide ouvert avec des bouts cohésifs, mais avec des séquences ici et là qui sont identiques. Pourquoi identiques? Rappelons bien que le site de restriction spécifique à l'enzyme est une séquence d'ADN dite palindromique. Palindromique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une séquence qu'on peut lire de gauche à droite comme de droite à gauche. Et finalement, j'aurai cette séquence qui est parfaitement identique avec cette séquence. De même, je traite le gène avec cette même enzyme, j'aurai des extrémités à bout cohésif et avec des extrémités ou bien des séquences qui sont identiques avec celle-là. Et finalement, ici, j'aurai les mêmes séquences. Et dans ce cas-là, on aura deux possibilités de clonage. Alors, la première possibilité, c'est que cette extrémité va se lier avec celle-là, 3 avec 3T, et cette extrémité 3G avec cette extrémité 3C. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais j'aurai un deuxième cas, ou bien une deuxième possibilité de clonage, c'est que cette extrémité, elle va se lier à celle-là, et celle-là avec celle-là. Et dans ce cas-là, j'ai un gène qui est inversé. C'est-à-dire que le sens de lecture du gène, il est inversé par rapport au sens de lecture du plasmide. Le plasmide a un sens de lecture dans ce sens, et le gène il est inversé dans le sens contraire. Alors je peux signaler que lorsqu'on traite un plasmide avec deux enzymes de restriction, on peut avoir un petit fragment d'ADN qu'on peut éliminer par la suite. Autre chose, c'est que lorsqu'on ouvre le plasmide, on peut utiliser le phosphate alcaline pour éviter le fait que le plasmide se recycle sur lui-même avant d'intégrer le fragment d'ADN bien installé. Maintenant, si je possède un gène que je veux cloner dans un plasmide et que j'ai amplifié par PCR, et que ce gène ne contient pas d'extrémité cible pour une enzyme de restriction, qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors, eh bien, lors de la PCR, on utilise des amorces spéciales. Alors, des amorces qui contiennent une partie qui s'hybride
sur l'ADN amplifié, le cas de notre gène, et une partie qui ne s'hybride pas, mais qui contient la séquence du site de restriction de l'enzyme 1. De même pour la deuxième séquence, avec deux parties, une partie qui s'hybride avec la séquence cible et la partie qui contient le site cible de l'enzyme de restriction. Et puis après plusieurs cycles de PCR, d'amplification, on obtient une séquence, un gène, finalement avec des extrémités qui contiennent les sites de restriction des deux enzymes, enzyme 1 et enzyme 2, qu'on peut utiliser par la suite dans le clonage. Cette diapo juste pour dire que le clonage de l'insert se fait au niveau d'une région spécifique qu'on appelle site de clonage multiple et qui se trouve juste après un promoteur, ce promoteur qui va assurer la transcription de ce gène en ARN messager et par la suite sa traduction en protéines. Alors finalement, pour dire que ce site de clonage multiple, il contient plusieurs séquences d'ADN cibles pour différentes enzymes de restriction qui coupent soit d'une manière à ce que la coupure engendre des bouts cohésifs ou bien des coupures à bout franc. Et donc c'est au généticien de choisir le type d'enzyme qu'il va utiliser dans le processus de clonage. Avant de passer à l'étape de ligation de l'insert avec le plasmide, je peux procéder à une étape de vérification de la digestion à la fois du plasmide et de l'insert. Cette étape de vérification que je peux faire à l'aide de l'électrophorèse sur gel d'agarose. Et bien, après application des enzymes de restriction sur le plasmide et sur le gel d'agarose, je dois avoir des plasmides qui migrent à ce niveau qui représentent les plasmides linéaires sous l'action des enzymes de restriction. Et bien, si j'ai des plasmides qui migrent à ce niveau, je suis sûr que mon plasmide, ou bien mes plasmides qui sont ouverts et qui sont prêts à intégrer ou bien insérer le fragment d'ADN. Même chose pour l'insert. Après application des enzymes de restriction, j'aurai un profil électrophorétique qui ressemble à ça, donc une bande qui migre plus loin dans le gel d'agarose et qui contient l'insert dans la taille. Je la connais à l'aide de marqueurs de taille. Alors il a le reste du génome puisque c'est du génome de grande taille, donc il migre peu dans le gel. Et si j'ai finalement un profil électrophorétique qui ressemble à ça, je suis sûr que mon insert, ou bien les enzymes de restriction ont libéré l'insert que je peux récupérer pour faire le clonage. Une fois le plasmide et l'insert sont digérés, et bien l'étape suivante, c'est la ligation, qui est une étape de liaison de ces deux molécules à l'aide d'une enzyme, l'ADN ligase, qui est capable de lier de façon covalente deux molécules d'ADN en une seule. Alors, finalement, on obtient un plasmide recombinant à partir d'un plasmide natif. Alors, un plasmide natif, c'est un plasmide qui n'a pas encore inséré le gène, et le plasmide recombinant, c'est un plasmide qui a inséré un gène ou bien un fragment d'ADN. Après qu'on a obtenu les plasmides recombinants, l'étape suivante, c'est la transformation bactérienne par choc thermique qui permettra d'introduire ces plasmides à l'intérieur des cellules bactériennes. Alors, de quoi il s'agit ce choc thermique? Eh bien, dans une solution qui contient les bactéries en présence de chlorure de calcium, alors ce chlorure de calcium qui va créer des pores dans la paroi des cellules bactériennes afin de laisser pénétrer les plasmides à l'intérieur de la cellule. Dans cette solution, on ajoute des plasmides recombinants et après incubation dans la glace, puis dans un bain-marie à une température de 42 degrés, dans l'objectif de créer un choc thermique qui va augmenter la perméabilité de la membrane cellulaire à l'ADN. Alors finalement, on obtient des bactéries qui ont pu, ou bien qui contiennent le plasmide recombinant à l'intérieur. Alors après, on rajoute un milieu IB, c'est un milieu qui permettra aux cellules bactériennes de se proliférer et se multiplier. Alors en réalité, dans le milieu, pas toutes les bactéries ont été transformées,
Par contre, on aura des bactéries transformées, ce qu'on appelle des bactéries compétentes. On aura aussi d'autres bactéries qui n'ont pas pu se transformer. Et dans ce cas-là, il faut faire un autre test pour sélectionner les bactéries compétentes transformées des bactéries non transformées. Pour sélectionner les bactéries transformées des bactéries non transformées, il faut tout d'abord clarifier certains points qui sont importants et qui serviront dans la compréhension du principe de cette sélection. Alors, le premier point, c'est que le plasmide dans lequel on a fait le clonage, il contient deux gènes de résistance aux antibiotiques. Alors, un gène de résistance à l'ampicilline et un gène de résistance à la tétracycline. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que le clonage a été fait dans le gène de résistance à la tétracycline qui contient plusieurs sites de restriction, y compris les deux sites spécifiques aux deux enzymes qu'on a utilisés au début du clonage. Et par conséquent, si le clonage a été fait avec succès, eh bien le gène de résistance à la tétracycline devient non fonctionnel parce que ce gène a été muté lorsqu'on a introduit le gène qui est l'insert dans le plasmide. Je reviens maintenant pour expliquer les étapes de sélection des bactéries transformées et qui se déroulent en deux phases. Dans la première phase, on met les bactéries qu'on a obtenues bien sûr après transformation dans un milieu de culture qui contient un antibiotique qui est l'ampicilline. Alors dans ce milieu, on ne trouve que les bactéries transformées qui contiennent les plasmides contenant bien sûr le gène de résistance à l'ampicilline. Finalement, les bactéries non transformées ne peuvent vivre dans ce milieu parce qu'elles ne possèdent pas de plasmide qui contient le gène de résistance à l'ampicilline. Et de ce fait, cette phase a comme objectif d'éliminer les bactéries non transformées et être sûr aussi qu'on n'a que des bactéries transformées qui contiennent les plasmides. Mais est-ce que ces plasmides sont recombinants ou non? Il faut passer à la deuxième phase. La deuxième phase de sélection consiste à mettre les bactéries transformées, bien sûr qu'on a obtenu dans la première phase, dans un autre milieu de culture qui contient à la fois les deux antibiotiques, l'ampicilline et la tétracycline. L'objectif de cette opération est de sélectionner les bactéries transformées ayant un plasmide recombinant contenant l'insert dans le gène de résistance à la tétracycline qui a été muté à cause du clonage effectué dedans. Eh bien, les bactéries transformées devraient être résistantes à l'ampicilline, dont le gène de l'ampicilline reste toujours intact, mais sensible à la tétracycline qui a été mutée et devenue non fonctionnelle. Les bactéries qui montrent une résistance aux deux antibiotiques contiennent des plasmides natifs qui n'ont pas pu insérer l'insert pour une raison ou autre. Alors, conclusion, si dans le milieu j'obtiens des bactéries qui vivaient sur le premier milieu contenant uniquement l'ampicilline et qui sont sensibles sur le deuxième milieu qui contient l'ampicilline et la tétracycline, eh bien ces bactéries, ce sont celles transformées avec succès qui représentent finalement de clones intéressants. Cette technique de sélection se fait par ce qu'on appelle criblage des clones intéressants par résistance aux antibiotiques. Il y a une autre méthode de criblage qu'on peut faire à l'aide du test blanc-bleu. Le principe de cette méthode, dans sa première phase, ressemble à celui du test de résistance aux antibiotiques, lorsqu'on a mis les bactéries dans un milieu contenant l'ampicilline pour éliminer les bactéries non transformées. La deuxième phase de ce test vise à mettre en évidence l'activité enzymatique du gène LAC-Z. Dans le test précédent, on a fait le clonage dans le gène de résistance à la tétracycline. Dans ce cas, le clonage se fait dans le gène LAC-Z. Rappelle que le gène LAC-Z, c'est un gène qui code pour une enzyme, la bêta-galactosidase, responsable de la dégradation du lactose à l'intérieur de la cellule. Eh bien, si le gène est fonctionnel dans le plasmide, dans le milieu de culture, on obtient des colonies
bleu représentant les bactéries non transformées, puisque le gène LACZ est encore fonctionnel. Dans notre cas, si on obtient des colonies blanches, cela veut dire que ces bactéries ont un gène LACZ non fonctionnel. Pourquoi non fonctionnel? Parce qu'il est muté après insertion de l'insert qui le rend inactif. Et finalement, c'est le clone intéressant qui contient le plasmide recombinant. On peut également faire une PCR pour vérifier la construction de ce clonage au sein bien sûr du plasmide recombinant. Eh bien, cette PCR va permettre d'amplifier le gène qu'on a cloné, bien sûr, s'il a été bien inséré, en utilisant les mêmes amorces qu'on a utilisées au début pour amplifier le gène pour le cloner. Et puis, sur le gel d'agarose, si on obtient une bande dont la taille est la même que celle de l'insert, eh bien le plasmide est recombinant et donc le clonage a été effectué avec succès. Par contre, si le gel ne révèle aucune bande, eh bien le plasmide s'est refermé sur lui-même et donc le clonage n'a pas été effectué. Une autre méthode pour vérifier la construction des clonages effectués, eh bien tout simplement on fait une digestion du plasmide avec les mêmes enzymes qu'on a utilisées lors de la première étape du clonage, c'est-à-dire lorsqu'on a utilisé l'enzyme 1 et l'enzyme 2. Alors, après digestion électrophorèse, on observe les produits sur gel d'agarose. Eh bien, si le plasmide est recombinant, sous l'action des enzymes de restriction, le plasmide va libérer l'insert. Et sur gel d'agarose, on obtient deux bandes. Alors, la première bande qui représente le plasmide, qui est de grande taille, et la deuxième bande de petite taille, qui représente l'insert. Et donc, si, dans notre cas, le plasmide est non recombiné, dans ce cas, on obtient uniquement une seule bande qui représente le plasmide ouvert. On peut aller plus loin si on veut faire une vérification par séquençage de l'insert, surtout pour savoir sa constitution nucléotidique. Pour cela, je vais parler du séquençage par la méthode de Sanger, mais avant de rentrer dans les détails de cette technique, je veux insister sur un point qui est très important, c'est que durant cette technique, ou bien cette méthode, on utilise deux types de nucléotides. Alors, on utilise les désoxyribonucléotides, ou bien ce qu'on appelle les DNTP. Alors, N, ça veut dire nucléotide, qui peut être A, C, T ou bien G. Et un deuxième type de nucléotide qui est le nucléotide dit désoxyribonucléotide, ou bien ce qu'on appelle les DNTP. Alors, la différence entre les deux, c'est que les DNTP possèdent un OH sur le troisième carbone de ribose, alors que les DNTP n'ont qu'un H sur le troisième carbone de ce ribose. Ça, du point de vue chimique, mais il y a aussi une différence fonctionnelle, c'est que lors de l'élongation, si l'ADN polymérase fixe un DNTP, dans ce cas-là, l'ADN polymérase il peut former une liaison phosphodistère pour fixer le nucléotide suivant. Alors que si l'ADN polymérase fixe un DNTP, dans ce cas-là, l'élongation est bloquée et l'ADN polymérase ne peut plus fixer un nucléotide suivant et donc l'enchaînement des nucléotides est bloqué. Le principe de cette méthode est simple. Eh bien, le fragment d'ADN à séquencer et dénaturé en simple brin est incubé dans un tube qui contient tous les ingrédients nécessaires pour la synthèse de l'ADN. Alors, ces ingrédients sont le brin matrice bien sûr, l'amorce spécifique dont on connaît la séquence nucléotidique, l'ADN polymérase qui va assurer la polymérisation des nucléotides, et les 4 nucléotides normaux, ou bien les DNTP, en plus des 4 DNTP, chacun étant marqué avec une molécule fluorescente spécifique. Alors, par exemple ici, le G marqué en vert
T en jaune, C en rose et A en violet. Une fois on a mis les ingrédients dans le tube, eh bien la synthèse des nouveaux brins commence à l'extrémité 3' et se poursuit jusqu'à l'insertion du DDNTP de façon aléatoire à la place du nucléotide normal équivalent. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'insertion des DDNTP empêche la poursuite de l'élongation du brin, bien sûr, alors que celle du nucléotide normal la permet. Alors finalement, on obtient un ensemble de brins marqués de tailles différentes. La couleur du marqueur représente le dernier nucléotide dans la séquence. Les brins d'ADN marqués dans le tube sont séparés par passage sur gel de polyacrylamide dans un tube capillaire. Et ce sont les brins les plus courts qui se déplacent plus vite. Et après, un détecteur de fluorescence détecte la couleur de chaque marqueur de fluorescence au fur et à mesure que les brins traversent le gel. Et finalement, on peut distinguer les brins qui ne diffèrent de longueur que par un seul nucléotide. Et comme ça, on obtient la séquence, la succession nucléotidique de la séquence complémentaire au brin matrice. Une fois on a terminé avec toutes les étapes du clonage ainsi que la transformation bactérienne, et qu'on est sur des bactéries transformées, eh bien les colonies de celles-ci sont ensemencées et transférées dans un milieu liquide à une température de 37 degrés, ce milieu qui contient un antibiotique pour exercer une sorte de pression de sélection pour que les bactéries conservent le plasmide. Alors une fois on termine avec tout ça, les bactéries peuvent être multipliées pour augmenter ou bien amplifier le nombre de plasmides recombinés. Ces plasmides qui seront destinés pour différentes utilisations et applications pour produire par exemple une protéine ou bien faire une transformation génétique. Parmi les domaines d'application du clonage, il y a la transformation génétique, ce qu'on appelle la transgénèse. Cette méthode qui consiste à transférer les plasmides recombinants qui contiennent le gène d'intérêt. Ces plasmides seront transférés vers des cellules cultivées in vitro par deux méthodes, soit par transfert direct en utilisant des microparticules enrobées de l'ADN à introduire, ou bien par transformation biologique en utilisant des bactéries comme la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Après, les cellules transformées seront sélectionnées puis régénérées pour donner des plantes sur lesquelles on fait l'évaluation de l'expression du gène. Une fois on obtient des individus intéressants qui contiennent le gène d'intérêt, qui montrent un caractère phénotypique important de point de vue agronomique, ces individus seront multipliés par des croisements pour donner de nouvelles variétés commerciales. Un deuxième exemple d'application du clonage, cette fois-ci dans la production de certaines protéines comme les hormones de croissance. Eh bien, dans une bactérie, en utilisant des enzymes de restriction, on peut enlever le gène LAC-Z et insérer l'ADN complémentaire du gène qui code pour l'hormone de croissance qui est GCSF, mais en gardant son promoteur qui va assurer la transcription du gène. Comme ça, on obtient des bactéries transformées qui, en présence de l'inducteur IPTG, l'ARN polymérase va être activé pour transcrire le gène en ARN messager qui, après traduction, va donner la protéine GCSF qu'on veut produire.